La rédaction d'une fiche de jurisprudence suppose au préalable qu'on ait bien compris, d'une part, la structure d'un arrêt de la Cour de cassation et, d'autre part, la mise en forme de celui-ci ainsi que le vocabulaire judiciaire spécifique à la Cour de cassation. Alors, je vous propose de partir d'un exemple, un arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 29 octobre 2004 pour comprendre ensemble, d'une part, la structure de l'arrêt et, d'autre part, rédiger ensemble la fiche de jurisprudence. La structure d'un arrêt de la Cour de cassation est toujours construite un peu de la même manière et j'ai mis en jaune les mots clés qui vous permettent aussi de structurer votre fiche. Vous devez dans un premier temps regarder le titre de l'arrêt, ici Cour de cassation, Assemblée plénière 29 octobre 2004 et en référence le numéro de pourvoi. Alors ce titre est très important puisqu'il vous indique effectivement quelle chambre de la Cour de cassation, quelle formation a été saisie. Il peut s'agir d'une des 3 chambres civiles de la Cour de cassation, ou de la chambre commerciale, ou de la chambre sociale, si nous sommes en droit du travail, par exemple, ou enfin de la chambre criminelle, si nous sommes en matière pénale. Dans le cas de l'Assemblée plénière, toutes les chambres de la Cour de cassation se sont réunies pour trancher définitivement d'une problématique juridique précise. La présence de l'Assemblée plénière, donc, dans le texte, montre l'importance et l'enjeu juridique de l'arrêt. Ensuite, parmi les mots importants, vous avez également ce qui est placé en lettres majuscules tout en bas du texte, la décision de la Cour de cassation. Alors, soit la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'une des parties, soit, et c'est le pouvoir qu'elle détient, soit elle casse la décision de la cour d'appel ou de la juridiction de première instance. Dans ce cas, la décision précédente est annulée et l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel pour que le procès se refasse en tenant compte de la position juridique de la Cour de cassation. Alors, quand nous sommes en présence d'un arrêt qui casse et annule la décision précédente, nous sommes en présence d'un conflit d'interprétation du droit entre les plus hauts magistrats de France. Donc là aussi, il faut avoir ça en tête avant de lire le détail de l'arrêt. En revenant donc au début de l'arrêt, on peut voir toujours ces premiers mots sur le moyen unique pris en sa première branche. Alors le mot moyen renvoie au moyen de défense de la personne qui saisit la Cour de cassation et ce moyen de défense est organisé en différentes branches qui correspondent tout simplement aux sous-parties du moyen de défense. Ensuite, vous avez la référence aux articles de loi sur lesquels la Cour de cassation fonde sa décision en droit. Ces articles sont toujours annoncés par un petit mot, le mot « vu », et cette phrase correspond à ce qu'on appelle le visa de la Cour de cassation. Et enfin, vous pouvez constater aussi que les différents paragraphes de l'arrêt commencent par le mot « attendu ». C'est une formule de style qui annonce une nouvelle idée, un nouveau paragraphe, et les arrêts de la Cour de cassation sont donc organisés en différents attendus, attendu numéro 1, attendu numéro 2, attendu numéro 3, et ainsi de suite. Alors, on peut passer maintenant à la fiche de jurisprudence.
La fiche de jurisprudence n'est pas une dissertation, elle n'est pas non plus un commentaire de texte. Comme son nom l'indique, c'est une fiche. Donc vous pouvez et vous devez présenter cette fiche en différents points. Généralement, la fiche de jurisprudence ou la fiche d'arrêt comporte 6 éléments à présenter dans l'ordre qui est présenté ici. Donc le premier élément, la synthèse des faits. Le deuxième élément, la procédure. Troisième élément, les prétentions des parties. Quatrième élément, la problématique juridique. Cinquième élément, la solution en droit. Et enfin, pour conclure, la solution en l'espèce. L'espèce renvoie à l'affaire, donc la solution concrète dans cette affaire pour les personnes qui étaient en procès. Alors, sur la synthèse des faits, ici, il faut être très simple et rédiger une synthèse, ne pas recopier l'attendu qui renvoie aux faits, cibler les événements qui se sont déroulés avant qu'on arrive devant un tribunal et qui ont donné lieu donc à une contestation judiciaire. Dans l'exemple proposé, la synthèse des faits peut ainsi être rédigée en 3 phrases très simples. En l'espèce, c'est-à-dire dans cette affaire, Monsieur Jean X, marié, a eu une relation adultère avec Madame Y. Il est décédé le 15 janvier 1991. Son testament prévoit de léguer ses biens à Madame Y, donc sa relation adultère. Alors, c'est pourquoi on arrive donc au procès et on présente la procédure. On commence toujours par la première instance. En première instance, Madame Y assigne l'épouse de Monsieur X devant le tribunal de grande instance et demande la délivrance du legs. Donc, en première instance, le demandeur, donc la personne qui a saisi la justice, est ici Madame Y, c'est-à-dire la relation adultère de Monsieur X, et elle agit en justice contre la veuve de Monsieur Y pour lui demander à ce que le testament puisse être exécuté. En seconde instance, une première cour d'appel a été saisie. Alors, on ne sait pas de quelle cour d'appel il s'agissait. On ne connaît pas non plus la décision, donc on ne l'évoque pas. L'affaire a ensuite été renvoyée devant la Cour de cassation une première fois. Alors, plus précisément, si on regarde le texte, il s'agissait de la première chambre civile de la Cour de cassation qui a rendu son arrêt le 25 janvier 2000. En troisième instance, la seconde cour d'appel, la Cour d'appel de Paris, a annulé le testament de Monsieur X car celui-ci serait contraire aux bonnes mœurs. Alors, je dis en troisième instance parce qu'effectivement, c'est le troisième procès qui a lieu dans cette affaire. Un premier procès au tribunal de grande instance, un second devant une première cour d'appel. Ensuite, la Cour de cassation a cassé et on arrive à un troisième procès devant une seconde cour d'appel. Madame Y perd le procès, elle forme alors un second pourvoi en cassation et la Cour de cassation, qui se réunit une deuxième fois sur la même affaire, se réunit donc en assemblée plénière et décide de casser la décision de la Cour d'appel. L'affaire sera renvoyée devant une troisième Cour d'appel et nous aurons donc une quatrième instance pour un même procès. Alors ensuite, on passe à l'élément prétention des parties. Alors, ces prétentions ne sont pas toujours exposées dans l'arrêt, donc il faut faire simple, surtout s'il s'agit d'un arrêt de cassation, c'est surtout la motivation de la Cour d'appel qui sera présentée dans l'arrêt. Donc ici, le demandeur initial au tout début en première instance était Madame Y. Donc, elle demandait la délivrance du legs parce qu'elle estimait que le testament est légal et qu'il devait être exécuté. Pour se défendre, la veuve et la fille de Monsieur X
formulent à leur tour une demande, et dans ce cas-là, on évoque la présence d'une demande reconventionnelle, c'est-à-dire d'une demande formulée par le défendeur. Et la demande précisément ici était tout simplement l'annulation du testament comme étant contraire aux bonnes mœurs. Alors la Cour de cassation a dû se poser donc une question, et cette question correspond tout simplement à la problématique juridique de l'arrêt. Donc la problématique juridique est tout simplement la question de droit que se pose la Cour de cassation. Vous pouvez poser une question à la forme interrogative ou alors tout simplement présenter votre problématique sous la forme affirmative en commençant par les mots « le problème de droit » et de savoir si, et vous continuez, vous adaptez à l'arrêt, donc ici, de savoir si un testament prévoyant de léguer ses biens à une relation adultère est légal, autrement dit, conforme aux bonnes mœurs. Et on arrive à la solution en droit. Donc on avait repéré au début que la Cour de cassation fondait sa décision notamment sur l'article 900 du Code civil. Cet article prévoit, je cite, « dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites ». Alors, cette phrase signifie qu'effectivement, les donations faites de son vivant ou les testaments ne sont pas possibles lorsqu'ils prévoient des éléments qui sont soit contraires aux lois, soit contraires aux mœurs, et c'est là que la loi renvoie effectivement à la notion de bonnes mœurs. Alors avec cet article, que fait la Cour de cassation? D'abord, elle casse la décision de la Cour d'appel et elle pose une règle de droit qui vient compléter celle de l'article 900 du Code civil. Je cite, « n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère. » Autrement dit, un testament qui prévoit de léguer ses biens à une relation adultère est légal et surtout conforme aux bonnes mœurs. La loi renvoie aux usages et coutumes et plus précisément aux bonnes mœurs, mais sans les définir. Il revient donc au juge de définir les bonnes mœurs et de les faire évoluer. Cet arrêt fait jurisprudence. Et pour terminer la fiche, on présente la solution en l'espèce, la solution concrète dans cette affaire. Donc concrètement, l'affaire est renvoyée devant une troisième cour d'appel. La troisième cour d'appel devra suivre la position de la Cour de cassation, ce qui signifie que Madame Y pourra hériter conformément au testament de Monsieur Jean X, et Madame X, veuve de Monsieur Jean X, devra donc accepter de délivrer le legs à Monsieur Y.